En l'espace d'une génération, le monde le plus sophistiqué qui ait jamais existé a tout simplement cessé d'exister, ni lentement ni avec grâce. Les grands complexes palatiaux de la Grèce myénienne furent réduits en cendres. L'Empire hittite disparut si complètement que les civilisations ultérieures oublièrent jusqu'à son existence. Ugarit, joyau de la côte levantine, fut réduite en cendres. L'Égypte survécut de justesse et ne s'en remit jamais vraiment. Pendant des siècles, les érudits ont désigné la force à l'origine de cette catastrophe par un nom, les peuples de la mer. Mais un nom n'explique rien. D'où venaient-ils? Qu'est-ce qui les animait? Et qu'est-il advenu d'eux par la suite? Pendant la majeure partie de l'histoire où ces questions ont été posées, les outils permettant d'y répondre faisaient tout simplement défaut. Puis des scientifiques ont commencé à extraire de l'ADN ancien d'ossements vieux de 300-200 ans et le passé s'est mis à parler dans un langage totalement nouveau. Voici ce que ces ossements ont révélé. Et c'est bien plus humain que quiconque ne l'aurait imaginé. Pour comprendre ce qui a été perdu, il faut d'abord comprendre ce qui existait. Et ce qui existait au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ était quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant et qu'il ne reverrait pas pendant des siècles après sa destruction. Imaginez un navire marchand quelque part en Méditerranée orientale vers 1300 avant Jésus-Christ. Dans sa cale, des lingots de cuivre de Chypre, de l'étain des montagnes d'Afghanistan, de l'ambre de la mer Baltique, de l'ivoire d'Afrique, de la poterie de Grèce, des céréales d'Égypte. Un seul navire transportant la production matérielle de la moitié du monde connu. Nous savons que ce navire a existé car des archéologues l'ont remonté des fonds marins au large des côtes du sud-ouest de la Turquie en 1984. L'épave d'Uluboran, un navire marchand de 15 mètres dont la cargaison représentait pratiquement toutes les grandes civilisations de la fin de l'âge du bronze et témoignait notamment d'un équipage multinational capable de converser dans les langues d'un monde interconnecté, n'est pas une anomalie, c'est un symbole. Au 14e et 13e siècle avant Jésus-Christ, les grandes puissances de la Méditerranée orientale avaient bâti un système véritablement sans précédent. L'Égypte au sud-ouest, l'Empire hittite dominant l'Anatolie, la Grèce massinienne au nord-ouest, Babylone et l'Assyrie à l'est et des royaumes plus petits mais prospères comme Ugarit, assurant la liaison entre eux. Ces puissances commerçaient, correspondaient et s'alliaient par mariage. Nous le savons grâce à 350 tablettes cunéiformes découvertes à Amarna en Égypte qui conservent la correspondance diplomatique de cette époque. De grands rois s'adressaient les uns aux autres comme à des frères, négociaient des accords commerciaux, demandaient des cargaisons d'or et se plaignaient lorsque celles-ci arrivaient en quantité insuffisante. La langue commune de toute cette correspondance était le babylonien. Non pas parce que Babylone dominait les autres, mais parce que des siècles de contact avaient naturellement engendré une langue diplomatique commune. Ce détail à lui seul témoigne de la profondeur de l'intégration de ce monde. Ce qui assurait la cohésion militaire du système, c'était le char. Rapide, coûteux et d'une efficacité redoutable, il était le char d'assaut de l'âge du bronze et l'instrument parfait du pouvoir centralisé. Sa construction exigeait des artisans qualifiés, des chevaux dressés, des guerriers professionnels et une économie excédentaire pour subvenir à tous les besoins. Le char ne se contentait pas de remporter des batailles. Il incarnait la puissance dans une technologie que seuls les États riches pouvaient s'offrir. Et cette dépendance recelait une vulnérabilité intrinsèque. À la fin du 13e siècle avant Jésus-Christ, les informations qui parvenaient au sein de ce système étaient profondément inquiétantes. La famine ravageait les hauts plateaux hittites. De nouvelles fortifications s'élevaient en Grèce et une lettre du roi d'Ugarit contenait des paroles que personne ne pouvait pleinement comprendre en la lisant. Les vaisseaux ennemis, écrivait-il, ont été aperçus. Le monde le plus stable qui ait jamais existé se trouvait au bord du précipice à Caban Hong. Il n'avait aucun repère pour l'appréhender. Vers 1177 avant notre ère des voiles noirs apparurent au large des côtes égyptiennes. Une flotte de navires de guerre puissants et rapides s'avançait à l'embouchure du Nil transportant des guerriers dont l'apparence frappa les Égyptiens comme une véritable curiosité. Certains portaient des coiffes de plumes, d'autres des casques à cornes. Leur armure mêlait plaques lourdes et cuir léger. Leurs armes s'articulaient autour de longues épées tranchantes et de javelots plutôt que autour des arcs et des lances qui avaient caractérisé la guerre à l'âge du bronze pendant des siècles. Il ne s'agissait pas d'une armée en uniforme représentant un seul État.
C'était quelque chose de plus difficile à catégoriser une confédération, une coalition de peuples œuvrant de concert vers un but commun, même si leurs origines étaient dispersées à travers la moitié du monde médiéval. Le pharaon Ramsès III les affronta sur le Nil et, selon ses propres dires, il remporta la victoire. C'est là que l'instinct de scepticisme de l'historien devient essentiel. Les pharaons ne perdaient jamais. Les inscriptions monumentales gravées dans les murs de Metenet-Habou décrivent une victoire égyptienne totale et glorieuse dans la langue que la propagande royale perfectionnait depuis 1000 ans. L'ennemi est écrasé. Le pharaon triomphe. Les dieux sont satisfaits. Ce qui rend le récit de Metenet-Habou si particulier, ce n'est pas son triomphalisme, mais l'ampleur de la menace qu'il se sentait obligé de décrire. Aucune terre, proclame l'inscription, n'avait pu résister à ses envahisseurs. Ils avaient déjà ravagé Hatikarmich Arzawa Alashia, laissant derrière eux un cortège de destruction à l'image des vestiges archéologiques des civilisations effondrées de toute la Méditerranée orientale, jusqu'aux portes de l'Égypte. Un pharaon qui remportait une victoire véritable n'avait pas besoin d'expliquer avec autant de précision la dangerosité de l'ennemi. Les groupes nommés gravés sur ces bas-reliefs n'ont cessé d'intriguer les érudits depuis lors. Les Pélizettes, les Tchèques, les Shelesh, les Denyan, les Wé. 5 peuples cités dans le récit de 1177 avant notre ère, faisant partie d'une liste plus vaste apparaissant dans diverses sources égyptiennes sur plusieurs décennies. Car il ne s'agissait pas d'un événement isolé et ce détail est constamment négligé. L'attaque contre Ramsès fut la deuxième tentative d'invasion majeure de l'Égypte en 30 ans. Mais le détail le plus révélateur conservé à Medinet-Habou n'est peut-être pas la présence des guerriers. À côté des navires de guerre et des combattants, les bas-reliefs montrent des chariots à bœufs chargés de femmes, d'enfants et de biens. Il ne s'agissait pas de simples bandes de pillards cherchant à s'emparer du butin et à se retirer rapidement. Au moins certains de ces gens se déplaçaient, important tout ce qu'ils possédaient à la recherche d'un lieu où s'installer définitivement. Ce que les sources égyptiennes ne peuvent pas nous dire, c'est le point de vue inverse. Pendant la majeure partie de l'histoire, tout ce que nous savions des peuples de la mer nous est parvenu à travers le prisme de la seule civilisation qui leur a résisté avec succès. Le débat sur l'identité des peuples de la mer est presque aussi ancien que l'étude moderne de l'histoire ancienne elle-même. Lorsque l'égyptologue français Emmanuel Douge employa pour la première fois l'expression « peuple de la mer » en 1855, il désignait un problème autant qu'il en résolvait un. Pendant près de 2 siècles, les chercheurs se sont confrontés à cette même difficulté fondamentale. 9 ou 10 groupes identifiés des représentations très différentes sur les bas-reliefs égyptiens. L'absence de documents écrits de la part des peuples de la mer eux-mêmes et une quasi-absence de preuves biologiques permettant de trancher la question de leurs origines avec une réelle précision, ce qui restait des bourses à la plupart. À cette époque, la poterie et les formes des casques étaient caractéristiques, mais elles ne suffisent pas à elles seules. Les Chardana sont peut-être le groupe le plus frappant visuellement parmi ceux mentionnés représentés avec des casques à cornes distinctifs et des boucliers ronds et longtemps associés à la Sardaigne. Ce lien repose sur de véritables preuves archéologiques. La culture névrotique de la Sardaigne de l'âge du bronze a produit des figurines en bronze présentant une ressemblance frappante avec les guerriers sculptés à Medinet-Habou. Des guerriers de Chardana apparaissent dans les archives égyptiennes bien avant 1177 avant notre ère. Ils combattent comme mercenaires à Kadesh, servant de garde du corps personnel à Ramsès II et mènent un raid infructueux sur le Nil au début de son règne. Une relation avec l'Égypte s'étendant sur plus de 3 siècles, oscillant entre service et hostilité, qui s'apparente moins à une invasion étrangère qu'à une caractéristique récurrente du monde de l'âge du bronze. Les Pélites constituent l'argument le plus convaincant en faveur d'une identification définitive. L'hypothèse selon laquelle ils seraient devenus les Philistins de l'Ancien Testament. S'installant sur la côte sud du Léventin dans les années qui suivirent immédiatement l'effondrement de l'Empire est étayée par les découvertes archéologiques des 5 villes du Pentapoulos philistin. Des styles de poterie distinctifs, des pratiques alimentaires modifiées, de nouvelles traditions architecturales et une culture matérielle présentant des liens évidents avec la culture haïenne suggèrent l'arrivée d'une population plutôt qu'une simple continuité avec le peuplement antérieur.
Les Loukas sont plus facilement rattachés à la Lysie, à l'extrême sud-ouest de la Turquie actuelle, une région dont l'histoire de Red Maritime, longue et bien documentée, est antérieure de plusieurs siècles à l'effondrement de la civilisation de l'Est. L'hypothèse des Équestes est plus intrigante encore. La ressemblance de leur nom avec Achadomère a été remarquée depuis des générations, et l'on trouve des traces de guerriers myniens servant comme mercenaires à travers le monde de l'âge du bronze, bien avant son effondrement. En l'absence de preuves biologiques, chaque identification constituait en fin de compte un argument plausible, convaincant par endroits, mais frustrant par son caractère circonstanciel partout ailleurs. L'ADN allait changer la donne. Pendant longtemps, on a eu tendance à considérer les peuples de la mer comme l'explication de l'effondrement de l'âge du bronze. Une force arrive, les civilisations s'effondrent, le lien de causalité est établi. C'est un récit simple et il est presque certainement faux ou du moins terriblement incomplet. Plus les archéologues et les scientifiques ont examiné attentivement les preuves, plus il est devenu évident que l'effondrement n'était pas dû à un seul événement, mais à une réaction en chaîne, une défaillance systémique résultant de crises successives survenues plus rapidement qu'il n'était possible d'en résoudre une seule. Commençons par le climat. Les échantillons de pollen prélevés dans les lits lacustres de la Méditerranée orientale dressent un tableau cohérent. À partir d'environ 1200 avant notre ère, la région a connu une sécheresse prolongée et intense. Les précipitations ont chuté de façon significative sur de vastes étendues. Dans de nombreux endroits où les cultures avaient permis de nourrir des populations denses pendant des siècles, le sol s'est désertifié. Pour les royaumes des hauts plateaux comme Hadti, déjà difficiles à nourrir même les bonnes années et déjà dépendants des cargaisons de céréales en provenance d'Égypte, dont le transport impliquait des voyages sur des distances considérables, les conséquences de mauvaises récoltes prolongées n'étaient pas seulement un désagrément économique, mais une question existentielle. À cela s'ajoutent les séismes. L'analyse sismologique de la Méditerranée orientale au XIIe siècle avant notre ère révèle une concentration remarquable d'événements sismiques majeurs en Grèce, en Anatolie, en Syrie et au Levant. Les strates de destruction observées sur plusieurs sites correspondent non seulement à la chronologie de l'effondrement, mais aussi à la signature spécifique des dégâts sismiques et non à un incendie volontaire. Il est à noter que l'Égypte se situe en dehors de la zone sismique qui a absorbé ces secousses, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi, parmi les grandes puissances de l'âge du bronze, elle a été la seule à survivre. L'approvisionnement en étain mérite qu'on s'y attarde. La puissance militaire de l'âge du bronze était littéralement faite de bronze et le bronze nécessitait de l'étain et l'étain provenait presque entièrement d'Afghanistan. Lorsque les routes terrestres qui acheminaient le bronze vers l'ouest furent coupées, les conséquences se propagèrent à travers toutes les armées et l'économie palatiale qui en dépendaient. Le détail le plus troublant réside peut-être dans les schémas de destruction eux-mêmes. En plusieurs endroits, les structures palatiales ont brûlé, tandis que les villages environnants sont restés intacts. Ce n'est pas la marque d'un envahisseur étranger qui a tout dévasté sans discernement. C'est la marque de gens qui savaient précisément ce qu'ils voulaient détruire. Tout cela brosse un tableau où les peuples de la mer étaient autant symptômes que causes. Des populations déjà déplacées par la sécheresse libérée de l'autorité palatiale effondrée se retrouvaient prises dans un vide de pouvoir créé par la défaillance simultanée de toutes les forces stabilisatrices majeures de la région. Le monde qu'ils ont attaqué était déjà en train de s'autodétruire. Ils sont arrivés au moment de leur plus grande vulnérabilité, et dans certains cas, ils fuyaient peut-être la catastrophe même qu'ils semblaient provoquer. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les morts ont gardé leurs origines secrètes. Quel que soit leur voyage, les distances parcourues par leurs ancêtres, les populations dont ils descendaient, tout cela disparaissait avec eux, enfoui sous terre. Puis l'ADN ancien a changé la donne. Les scientifiques ont appris à extraire et à séquencer le matériel génétique d'ossements vieux de plusieurs milliers d'années de dents et de structures de l'oreille interne, là où l'information biologique se conserve le plus longtemps. Et soudain, le passé s'est mis à parler un langage entièrement nouveau, non pas celui des objets, des strates de destruction et des formes de casques, mais celui de la biologie elle-même. Appliquée à la question des peuples de la mer, cette approche n'a pas permis d'apporter une réponse unique et définitive. Elle a en revanche révélé des éléments bien plus intéressants. L'étude génétique la plus significative menée sur ce sujet s'est concentrée sur les Philistins, le groupe présentant les arguments archéologiques les plus solides en faveur d'une origine maritime.
Des chercheurs ont extrait de l'ADN ancien d'individus inhumés dans les couches les plus anciennes d'Ashkelon, l'une des 5 cités de Pentapoulos, cité philistine, couvrant la période de l'âge du bronze à l'âge du fer. Leurs découvertes ont révélé un signal clair et sans équivoque d'ascendance européenne dans les plus anciennes sépultures philistines. Cette ascendance était tout simplement absente chez la population cananéenne qui occupait la même région au cours des siècles précédents. Il ne s'agissait pas d'une trace statistique marginale, mais d'une véritable discontinuité biologique marquant l'arrivée d'une population venue d'ailleurs. Cette composante ancestrale pointait précisément vers l'Europe du Sud et l'Aïenne. Pour la première fois, l'argument archéologique et l'argument génétique convergeaient simultanément dans la même direction. Vint ensuite le détail qui éclaire le plus directement le destin de ces populations. En 2 ou 3 générations, la signature génétique européenne distincte présente dans les plus anciennes sépultures philistines commence à s'estomper. Dans les couches datant de l'âge du fer plus récent à Ashkelon, elle s'est largement fondue dans la population levantine environnante. Les peuples de la mer arrivèrent, s'installèrent, s'intégrèrent et en quelques générations, leurs descendants étaient génétiquement indiscernables de la population régionale. La frontière s'estompa. L'identité a persisté dans la culture et la mémoire longtemps après avoir disparu biologiquement. Les analyses génétiques effectuées sur des vestiges sardes antiques ont confirmé que la population sarde de l'âge du bronze était véritablement distincte, apportant une validation biologique à l'hypothèse archéologique de longue date concernant une culture neuragique. Mais ce que l'ADN ne révèle pas est tout aussi important. Il n'existe pas d'identité génétique unique partagée par tous les groupes de peuples de la mer mentionnés. Aucune signature biologique commune ne relie les Chardana aux Pélicètes ni aux Luca. Il s'agissait bel et bien de peuples multiples. Les peuples de la mer n'étaient pas une civilisation mystérieuse venue d'au-delà du monde connu. Ils étaient issus du système méditerranéen de l'âge du bronze lui-même, un système qui se désagrégeait. Les peuples de la mer n'ont pas disparu après l'Égypte. Cet aspect de l'histoire est souvent occulté par le drame de l'effondrement lui-même. Les inscriptions de Ramsès III lui-même témoignent d'un fait que son récit triomphaliste ne parvient pas à dissimuler. Il installa des groupes de peuples de la mer vaincus en Canaan en tant que vassaux égyptiens. Les Pélisettes en particulier furent établis le long de la côte sud du Léventin, jouant en pratique le rôle de population tampon, protégeant la frontière impériale d'une instabilité accrue venant du nord et de l'est. C'était une solution pragmatique à un problème que la seule victoire militaire n'avait pas résolu. Vous pourriez faire rebrousser chemin à une flotte sur le Nil. Il était impossible d'empêcher le déplacement de populations entières sans autre destination. Le Pentapoulos philistin issu de cette agglomération devint l'une des cultures les plus visibles archéologiquement du début de l'âge du fer. À Ashkelon, Ashdod, Ekron, Gath et Gaza, l'empreinte matérielle de l'arrivée de ces populations est indéniable. La poterie de style haïen apparaît dans les couches d'occupation les plus anciennes distinctes de toute production cananéenne antérieure à l'effondrement. Les habitudes alimentaires ont évolué. Le porc et le bœuf, fortement associés au monde haïen, mais atypiques de la région, figurent dans les vestiges fondatoires. L'architecture se transforma. Une culture s'établit puisant dans des origines qu'elle avait transportées à travers la Méditerranée, tout en s'imprégnant peu à peu du paysage qui l'accueillait. Cette culture atteignit une forme d'immortalité que ses fondateurs n'auraient pu prévoir. Les Philistins de l'Ancien Testament, les grands antagonistes des débuts de l'histoire d'Israël, le peuple de Goliath, ont préservé le souvenir des peuples de la mer dans l'un des textes les plus lus de l'histoire de l'humanité. Leur nom a survécu à leur cité, à leur langue, à leur biologie et presque à leur archéologie. Le Chardana a suivi un chemin différent. Des preuves de la présence de mercenaires de Chardana au sein des armées égyptiennes remontent à plus de 3 siècles après l'effondrement de la dynastie, apparaissant dans des documents administratifs jusqu'à la 20e dynastie. Certains furent installés en Égypte bénéficiant de concessions de terre et d'un statut social élevé. Leur relation avec l'État sioniste évolua d'une menace récurrente à une communauté militaire intégrée. Ce n'est pas si différent des soldats germaniques qui se sont illustrés au sein de l'armée romaine tardive. Le parallèle est troublant mais instructif. Les preuves révèlent que Cyprus est tout autre chose. Un creuset crucial où convergeaient les populations déplacées par l'effondrement du système forgeant de nouvelles identités à partir des ruines des anciennes.
Des gens qui avaient perdu leur palais, leur royaume, leurs réseaux commerciaux arrivèrent sur l'île au carrefour de tout et recommencèrent leur vie. Les bas-reliefs sculptés de Metenet Habu sont toujours là. Des guerriers coiffés de plumes et de casques à cornes figés dans le calcaire s'affrontent sur le Nil, témoins d'une victoire qui ne put enrayer le lent déclin de tout ce qui se trouvait derrière. Pendant 3 ans, ils sont restés sans nom, sans origine, sans biologie. L'ADN n'a pas tout expliqué. Les peuples de la mer demeurent pluriels, insaisissables, réfractaires à une explication unique et simpliste. Mais la génétique a permis bien plus que de résoudre le mystère, elle lui a donné une dimension humaine. On a ainsi pu retracer l'histoire de ces populations dont les descendants vivent encore aujourd'hui dans toute la région. L'effondrement de l'âge du bronze n'a pas été infligé au monde antique par une force étrangère venue de nulle part. Il a été engendré de l'intérieur par cette même humanité interconnectée, ambitieuse et désespérée qui avait bâti ce monde. Ils l'ont détruit, ils y ont survécu, et au sens biologique le plus littéral, ils sont devenus nous. Restez curieux.